Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des telcos. Focus sur le secteur des télécoms et les derniers mouvements en date. Nous en parlons avec Thomas Coudry qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas, bienvenue. Vous êtes Managing Director et notamment en charge de l'analyse du secteur télécom et médias, tech au sens large chez Bryan Garnier. Oui, quelques commentaires sur les derniers mouvements ou tentatives de mouvements qu'on peut voir dans l'univers des télécoms en Europe. Et il faut qu'on regarde à nouveau ce qui se passe du côté de Altice, Patrick Drahi. Le groupe n'est plus coté, mais a toujours des ambitions dans le secteur des télécoms, peut-être plus que jamais d'ailleurs. On a vu l'idée peut-être que Patrick Drahi, qui est déjà présent au capital de British Telecom, enfin ce qu'on appelait British Telecom qui s'appelle BT aujourd'hui, à plus de 12%, avait peut-être envie d'accroître, de doubler même peut-être sa participation au capital de BT. Alors quel est le sens qu'on peut donner à ce mouvement déjà? Pourquoi est-ce que le marché britannique là, peut trouver un intérêt pour l'acteur global qui est Altice aujourd'hui? Oui, c'est vrai que le marché britannique, il est, comme beaucoup de marchés télécoms, il est un petit peu compliqué. La position de BT, opérateur historique des réseaux fixes, est singulière, on va le dire comme ça. Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs scénarios sur l'entrée de Patrick Drahi. Ce qui est sûr, c'est que clairement le cours de BT est faible. Bon, là, on peut toujours y voir un point d'entrée, ça fait pas de mal pour un investisseur avisé comme Patrick Drahi. Mais évidemment, il y a plus que ça. Et clairement, moi, ce que je pense, et ce qui l'intéresse, c'est les perspectives liées à la fibre derrière et tout ce qui se passe autour d'Openreach et le déploiement. En fait, le UK est très en retard sur le déploiement de la fibre par rapport à beaucoup d'autres pays, dont par exemple la France. On sait que Patrick Drahi a su tirer énormément de valeur des infrastructures, que ce soit fibre ou mobile, dans l'ensemble des géographies dans lesquelles il a été où il est. Il vient du câble, hein. Il vient du câble. Oui, mais il ne faut pas l'oublier. Il vient du câble, donc en fait, à un moment, il s'est perdu autour du média et des choses comme ça. Alors, il est toujours dans les médias, mais de convergence télécom-média, c'est pas ce qui lui a réussi le mieux. Et en revanche, il est peut-être retrouvé vers ses premières amours, qui sont les infrastructures, avec un modèle B2B où on revend ces infrastructures. Et voilà. Et là, il voit certainement un potentiel aujourd'hui inexploité au UK. Et en particulier chez BT, avec le contexte autour d'Openreach, qui est la filiale de BT qui gère les réseaux et les infrastructures. De la fibre, ouais. Ouais, donc c'est un petit côté back to business, quoi, en fait. Avec, alors, une nouveauté aussi peut-être dans le spectre des télécoms, et là encore une fois, c'est Patrick Drahi, Altice, qui est potentiellement à la manœuvre, c'est l'idée qu'un groupe de télécoms comme Altice pourrait un jour acquérir un opérateur satellite comme Eutelsat. Ouais. Il y a eu une tentative qui ne s'est pas faite aujourd'hui, d'Opéra, qui a été refusée. Pour l'instant, le dossier, on va dire, est clos pour quelques temps. Mais c'est quand même une approche intéressante, alors qu'il se passe en plus beaucoup de choses dans le monde des satellites. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que, en effet, le monde des satellites est sous pression. Il y a l'arrivée des nouvelles constellations, il y a les revenus legacy qui sont un peu sous pression également. Bon, on pourra revenir, il y a des éléments spécifiques au Covid aussi, tout ce qui est marché de l'aviation ou autre qui souffre un petit peu. Et donc, il y a des rumeurs, pas que des rumeurs, il y a des sujets de consolidation qui se met, et on a vu en effet la consolidation qui est en train de se faire entre Inmarsat et Viasat. Et donc, c'est plutôt, on attendait plutôt une consolidation entre les acteurs du satellite. On attend que ça continue. Et là est arrivé Patrick Drahi, qui vient des télécoms, j'ai envie de dire, traditionnels, terrestres, et qui s'est positionné. Alors, il peut y avoir là aussi plusieurs raisons. Moi, j'en vois 3 ou 4. Je pense que... de la même façon, un peu ce qu'on disait sur BT, le secteur des satellites, il s'est mal porté en bourse, voilà. Malgré tout, Eutelsat, c'est un bel actif, en tout cas qui génère beaucoup de cash, qui verse un dividende généreux. C'est peut-être pas mal pour Patrick Drahi de remonter un petit peu de cash, voilà. Donc, d'un point de vue opportunité financière, c'est certainement un investissement qui se regarde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être que lui aussi parie aussi sur cette consolidation du secteur où il y a certainement beaucoup de valeur à créer. Le troisième point, qui est peut-être plus fondamental ou plus surprenant, c'est ce pari de télécom plus satellite.
Moi, je le vois comme une forme d'opération d'intégration verticale d'une certaine façon, parce que le satellite, et on peut presque aller jusqu'à faire l'analogie avec la fibre ou les tours mobiles, c'est une partie des infrastructures qui vendent, qui servent en B2B les opérateurs télécoms qui vont adresser le grand public. Et là, le satellite, et notamment les nouvelles constellations de satellites type OneWeb, dans lequel Eutelsat a une participation de l'ordre de 20%, ont pour objectif d'aller couvrir en haut débit ou très haut débit les zones peu denses. Donc c'est le complément de la fibre et autres. Donc certainement que voilà, Patrick Drahi, là, il voit un intérêt. Et puis peut-être qu'en tant que propriétaire d'un certain nombre d'opérateurs télécoms, il préfère acheter de la capacité satellite à un opérateur qu'il détient aussi lui-même, comme ça, poche gauche. Et le dernier point, peut-être, qui est plus spéculatif celui-là, mais en effet, on a évoqué les sujets BT, OpenReach, il y a quand même le gouvernement qui est un petit peu partie prenante dans toutes ces choses-là. Dans Eutelsat, il y a OneWeb. OneWeb, il y a le gouvernement UK qui est à 17% au sein du capital de OneWeb. Voilà, est-ce que tout ça fait pas dans un jeu de billard à 35 bandes, ça peut servir dans une négociation, c'est ce que vous dites. C'est possible, c'est possible. Non, on ne peut rien exclure. Non, mais c'est intéressant parce qu'on balaye le range des possibilités et des arguments qui font que finalement, projetons-nous dans l'idée qu'un opérateur télécom intègre un opérateur satellite demain, ce serait du core business. Ce ne serait pas une diversification, vous l'avez dit en souriant tout à l'heure, comme certains l'ont pu le voir dans les médias, par exemple. Non, je pense pas. Alors, que je parlais d'intégration verticale, les médias, c'était aussi une forme de tentation d'intégration verticale. Voilà, je vois plus une complémentarité d'offres que vraiment la capacité à aller créer des synergies très importantes dans ce type de mouvement. Ouais. D'accord. Bon, mais le secteur des télécoms, des satellites, en tant que tel, on en parle de plus en plus. Et j'avoue que c'est pas un secteur boursier que je suis particulièrement. Telsat, je connais évidemment, mais on voit une myriade de nouveaux acteurs qui arrivent. Oui, c'est un secteur. Alors, qui connaît des difficultés aujourd'hui, mais qui a quand même les moyens d'avoir un statut, je ne sais pas, de valeur de croissance demain. C'est ce dont on parle, Thomas ? Alors, si on prolonge l'analogie avec les télécoms classiques, outre le fait qu'on retrouve pas mal de milliardaires aussi à la tête de sociétés, ce qui peut influencer sur un certain nombre de gérer les affaires, voilà, on a les legacy qui souffrent un petit peu, et on a les challengers qui arrivent. Alors, je ne vais pas dire que le Starlink de Elon Musk, c'est un peu le Free mobile des satellites, mais on a ce type de dynamique, et évidemment que là-dedans, les valeurs de croissance, alors il n'y en a pas encore beaucoup de côtés. Alors on va trouver des SPAC à un côté dans le New Space, essentiellement aux États-Unis. Bon, il faut se méfier, on est souvent sur des valorisations quand même très très élevées, mais en effet, on a ce jeu entre les challengers qui arrivent parfois avec des très gros moyens et des interrogations sur la rationalité qu'ils auront dans la conduite du business et leur pricing, et donc la menace qu'ils font peser sur les gros opérateurs satellitaires historiques. Donc c'est peut-être un secteur dans lequel small est peut-être un peu plus beautiful que big sur les satellites aujourd'hui, ouais. Très intéressant. Et puis alors, il y a un point que vous avez soulevé quand on a préparé l'émission, mais que je trouve très pertinent, Thomas, c'est que il n'y a plus qu'un seul opérateur, il n'y a plus qu'un seul pure player des télécoms français coté aujourd'hui en bourse. Donc Altis est sorti, racheté par Patrick Drahi, même histoire pour Iliad, racheté par Xavier Niel, ça on le savait. Non, ce qui m'intéresse, c'est le discours que vous portez sur Bouygues. C'est-à-dire qu'on pouvait jusqu'à présent jouer Bouygues comme un player télécom, on pouvait jouer boursièrement parlant la partie télécom de Bouygues. Avec l'intégration d'Equans dans le domaine des services à l'industrie, vous dites que ça dilue énormément le play télécom qu'on pouvait avoir chez Bouygues. Oui, c'est sûr que ça va devenir... À une époque, c'était vraiment au centre de l'investment case de Bouygues, notamment quand il y avait des rumeurs de consolidation, etc. Mais vous voyez, dans le résultat opérationnel courant, Bouygues Télécom, dans le groupe Bouygues, ça devait peser un gros tiers, ce qui n'était pas négligeable. Là, ça doit baisser à moins de 25% à peu près. Donc ça commence à devenir une activité secondaire, faut pas de façon péjorative, mais d'un point de vue du regard que va porter l'investisseur sur le
le case. Évidemment que le sujet des télécoms pèse moins dans les économies de Bouygues. Et si on le regarde en cash flow, c'est encore plus le cas, puisqu'il y a des capex importants sur Bouygues. Alors ça peut encore faire bouger un petit peu les choses, mais c'est vrai que le sujet d'arbitrage entre les valeurs telco en France, comme on a pu le voir habituellement, il est clairement un peu derrière nous. Et donc, est-ce que c'est tout bon pour Orange à moins de 10 €, Thomas? Puisqu'il n'y a plus que... Oui, alors peut-être que comme on ne peut pas investir dans autre chose, on va investir dans Orange. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui se dit je veux quand même avoir des télécoms dans mon portefeuille, dans ma stratégie, s'il n'y a plus qu'Orange. Non, c'est sûr. En France, on voit que, bien sûr, on voit que les sorties de cotes n'empêchent pas les acteurs de rester très dynamiques et très présents. On l'a évoqué avec le groupe de Patrick Drahi. Mais c'est l'intensité concurrentielle. Non, bien sûr. Donc le sujet ne bénéficie pas en tant que tel Orange. Oui, je continue de penser que Orange est un petit peu pénalisé aujourd'hui, mais l'arbitrage, il va plus se faire comme il pouvait se faire d'ailleurs aujourd'hui entre d'autres gros legacy telco. On va regarder Orange versus Telecom Italia, Deutsche Telekom ou Telefonica, et clairement c'est pas le pire dans cette catégorie-là. Merci beaucoup Thomas, merci pour votre éclairage toujours précieux sur ce marché des télécoms, mais on voit que c'est de la tech au sens large aujourd'hui, enfin télécom, médias bien sûr, et puis la partie space, satellite également qui rentre dans le radar des investisseurs aujourd'hui et des industriels du secteur. Thomas Coudry qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, Managing Director et en charge des secteurs des télécoms, des médias et de la tech chez Bryan Garnier. Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve évidemment demain en direct à 12h30 sur Bismart.